Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant.com sur Internet. Alexandre avec vous aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Cotta qui nous présente son nouveau livre, un CDD sinon rien. C'est aux éditions Jean-Claude Gazevitch et il répond à mes questions, mais maintenant il répond aussi à vos questions. C'est le 08 92 23 95 20 pour poser votre question à Jacques Cotta ou pour réagir tout simplement. Il adore le débat, donc n'hésitez pas. Nous accueillons Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour messieurs. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Bon, je vais apporter mon témoignage. Je suis travailleur handicapé. J'ai réussi à faire une formation en alternance dans un grand groupe du CAC 40 entre 2007 et 2009 pour avoir un diplôme d'admin réseau, une certification Cisco et une certification Microsoft en anglais. Ça fait 2 ans et demi que je suis au chômage. Et lors de mes pérénigrations, il y a un moment, j'ai été amené en fait à dialoguer avec un médecin conseil de Cap Emploi qui m'a expliqué pourquoi j'étais au chômage et pourquoi je ne retrouverais pas d'emploi. Les entreprises, en fait, au niveau de la loi travailleurs handicapés qui a été votée en 2005, se sont adaptées à la loi pour contourner la loi. Cette loi avait été prévue pour embaucher les TH qui étaient au chômage. Et il m'a expliqué comment, en fait, les entreprises contournaient la loi. Elles font, en fait, un dossier Cotorep en proposant à leurs salariés en CDI de déclarer une maladie, imaginaire ou non d'ailleurs, ce qui permet de valider l'acceptation des employés en CDI, donc ils passent en statut Cotorep, donc RQTH, ce qui permet en fait aux entreprises d'atteindre le quota des 6% et de bénéficier des primes. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on est en plein, en effet, vous avez raison, on est en plein dans le sujet qu'on aborde. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous prenez, vous voyez, je ramène votre exemple que je ne connaissais pas, mais je le rapproche de ce que l'on disait sur l'intermittence tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez une règle, ils décident à un moment donné, certains peuvent décider d'utiliser le système pour se dégager eux-mêmes de leurs responsabilités, au détriment évidemment des salariés et en l'occurrence de vous, monsieur. Voilà. Alors, je voudrais aussi rajouter sur cette histoire de travailleurs handicapés, qui est une farce finalement à elle toute seule, qui résume à mon avis le pays et les relations au niveau du marché du travail, c'est que ces mêmes employeurs en informatique viennent se plaindre qu'ils n'arrivent pas à atteindre le quota des 6%, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de gens qualifiés en tant que travailleurs handicapés pour remplir des fonctions de Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 4 en informatique. Ouais. Ce qui est parfaitement faux, puisqu'à chaque fois que je me suis présenté à des postes, je me suis rendu compte, et ça c'est aussi une autre réflexion qui a été faite par ce médecin conseil, qu'on avait effectivement des entretiens par le biais de ces boîtes-là, mais uniquement pour des raisons statistiques. Ce qui peut vous paraître surprenant, et ce qui m'a surpris aussi, c'est-à-dire en fait que ces gens-là, effectivement, convoquent des gens travailleurs handicapés, mais n'ont aucune intention de vous recruter, mais c'est simplement pour des raisons statistiques, pour valider au niveau de la direction qu'ils font des choses au niveau de la politique d'emploi des handicapés. Ouais. Oui, c'est une espèce de couverture. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, je comprends. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont recrutés en tant que Bac plus 2 et Bac plus 4 ? Il m'a dit, aujourd'hui, vous êtes travailleur handicapé, quelle que soit votre licence, votre maîtrise, vous avez un diplôme d'ingénieur, et quel que soit votre domaine en informatique, si vous êtes travailleur handicapé et que vous êtes au chômage, vous n'avez pratiquement aucune chance de vous faire recruter en France aujourd'hui. Oui. Oui. Ben, je ne sais que vous dire, monsieur. Oui, moi non plus. Voilà. Merci. Et c'est un témoignage d'un médecin conseil de Cap Emploi. Ok. Voilà.
Merci Philippe pour ton témoignage. Merci revoir. à toi et Merci, bonne journée. merci à vous, à bientôt. On voit hein, les détresses et les incompréhensions. On prend le système et on l'utilise. Ben, Et c- après, on accuse les salariés, la population qui cherche du travail, de profiter. Bah oui, si vous voulez, par exemple, Philippe qu'on vient d'entendre fait sans doute partie, si on entend le discours officiel, de ces nantis qui ne veulent pas travailler et qui préfèrent rester chez eux à se la couler douce, quoi. Alors que le témoignage qu'il nous donne, il est tragique. Ça veut bien dire, vous voyez, c'est intéressant parce qu'on n'est plus sur les questions de morale. On n'est plus là sur des questions de c'est bien, c'est pas bien, c'est acceptable, c'est dégueulasse et tout. C'est même plus ça le sujet. Là, le sujet, on est vraiment sur la question capital-travail. On se rend compte aujourd'hui que toute niche qui est bonne à prendre du côté du capital est prise au détriment du travail. C'est vrai globalement. Vous avez globalement dans les dernières années 10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse produite, qui devait aller dans les mains du travail, qui ont été captés par le capital. Donc les salaires ont stagné, les profits financiers ont terriblement augmenté, tout ça on connaît la chanson, et vous vous rendez compte que jusque dans le détail, eh bien ça va se nicher, là chez un travailleur handicapé, là chez un intermittent, ça va se nicher dans tous les camps du travail, où il faut pour le capital tirer le maximum pour des profits privatisés. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Jacques Cotta au 08 92 23 95 20. Jacques Cotta, tout cela donc en attendant d'arriver au contrat global, ce fameux contrat donc qui sera le super contrat et qui permettra donc au patron de ne plus avoir à choisir entre le CDD et le CDI, mais d'avoir une véritable flexibilité. Oui, On a c'est essayé de nous le mettre oui, il y a 2007. 2007, En hein. 2007, Dominique de Villepin, c'était alors Villepin c'est avant, le CNE, c'est le CNE et le CPE. Hmm. Villepin c'est un peu avant, mais vous connaissez le sort qui a été réservé au CNE, au CPE. Ça a été quelques dizaines et dizaines de milliers de jeunes dans la rue, dans des manifestations extrêmement déterminées, qui ont mis en échec le CNE et le CPE. Et donc ensuite, eh bien, il y a la tentative Sarkozy en 2007, qui est en gros de mettre en place ce qu'il a appelé le contrat unique de travail. Et le contrat unique, c'est un espèce de mixte officiel entre le CDI, le CDD, le contrat journalier, saisonnier, etc., etc. Bon, en réalité, c'est un contrat dont on nous dit, c'est un peu la théorie de la flexisécurité et qui veut s'appuyer sur les pays scandinaves, sur ce qui s'est fait là-bas. On nous dit en gros, vu la difficulté du marché du travail, eh bien on va faire un contrat où l'entreprise sera moins mise en cause s'il y a une rupture de contrat, et en même temps le salarié sera plus protégé qu'actuellement lorsqu'il va perdre son boulot. En réalité, on se rend compte derrière que c'est une tentative d'exonérer de leurs obligations un certain nombre d'employeurs lorsqu'ils cassent le contrat de travail et lorsqu'ils mettent dehors des gens qui ont un boulot, et que ça n'apporte globalement pas beaucoup plus de garanties aux salariés eux-mêmes. Donc c'est une tentative en réalité de fragiliser considérablement le travail. Et l'objectif derrière, il faut bien comprendre ce que c'est. À nouveau dans la répartition capital-travail et dans la volonté du capital de capter la richesse produite au détriment du travail et de la force de travail et de la rémunération du salarié et du travailleur, eh bien, on se rend compte, si vous voulez, que derrière, il y a la volonté de fragiliser à l'extrême le contrat lui-même en pouvant disposer, parce que c'est l'idéal pour l'employeur, en réalité, dans le système dans lequel nous sommes, en pouvant disposer du salarié comme il l'entend. En un mot, Alexandre, j'ai besoin de toi 3 minutes, tu vas venir bosser 3 minutes. J'ai plus besoin de toi, tu es gentil, tu vas voir ailleurs, je te souhaite bonne chance. Quand j'aurai besoin de toi de façon très serviable, je t'appellerai pour venir travailler. Et tant que je n'ai pas besoin de toi, eh bien écoute, essaie de voir ailleurs. Voilà, c'est ça le système dans lequel on veut nous mettre. C'est-à-dire une espèce, et ça il faut bien comprendre la violence sociale que ça incarne. Et ça, pour y parvenir, eh bien ça veut dire qu'il va falloir, à mon sens, imposer un affrontement qui n'a pas encore eu lieu et dont on peut dire, on peut espérer que l'issue n'est pas encore jouée. Mais je suis déjà ravi de la confiance que vous mettez en moi, de me rappeler la fois d'après et de me réemployer pendant 3 minutes. Je suis déjà payé par le respect que vous avez pour moi. Je vous avais bien compris, Alexandre. C'est bien cela, hein. Nous accueillons Farid. Bonjour Farid. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Monsieur Cotta. Bonjour, Farine. En tout cas, je tiens à vous remercier, vous féliciter par rapport à votre philosophie du droit et de l'humanité en général.
Maintenant, le constat, je pense que vous l'avez bien défini. Et je pense que beaucoup d'entre nous, plus ou moins, peut-être pas aussi clairement que vous, mais on le constate tous les jours. Il existe des syndicats, il existe des partis d'opposition dites de gauche. À quoi servent-ils par rapport à ce système qui est un système mondial, voire anglo-saxon au départ? Et aujourd'hui, c'est importé, enfin aujourd'hui, depuis pas mal d'années. D'ailleurs, soi-disant que la gauche, d'après mes souvenirs, en 80, devait supprimer les boîtes d'intérim. Et puis, elles en continuent à fleurir. Donc, est-ce que, irrémédiablement, nous sommes dans un système voué à perdurer, ou est-ce qu'un jour, il y aura une révolution par rapport à ce système qui est mondial et d'origine anglo-saxonne? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un déclic, ou est-ce que la goutte d'eau n'est pas encore, qui va faire déborder le vase, n'est pas encore arrivée? Merci pour ta question, Farid. Merci. Jacques Au Cotin. revoir. Au revoir. Au revoir, Farid. Eh bien, je pense que Farid, il a au moins le mérite de poser directement la question de fond. Parce qu'en effet, en un mot, est-ce que les carottes sont cuites? Est-ce que les choses sont jouées? Est-ce qu'on assiste à la fin de l'histoire? Est-ce que le capitalisme pourrissant, c'est la fin de l'histoire, et donc on n'a plus qu'à pourrir avec lui? Ou bien est-ce que des ressorts existent pour qu'il se produise autre chose et qu'il y ait un sursaut, qu'il y ait ce que Farid appelle une révolution, on l'appelle comme on voudra, qu'il y ait quelque chose qui nous permet de reprendre les choses en main. Moi, voyez-vous, ce que je pense, c'est que le constat de Farid est juste. On a affaire à une situation internationale et à une situation globalement mondiale. Maintenant, je ne pense pas que ce constat nous réduise à l'impuissance. Je crois qu'il y a possibilité de reprendre les choses en main si on le décide. En un mot, ce qui est fait peut être défait, et inversement. On a décidé à un moment donné de laisser tomber, je parle de nos dirigeants, nos responsables, de laisser tomber notre pouvoir de souveraineté, de décision pour nous-mêmes, et de le remettre dans des mains qui nous sont étrangères. Eh bien, nous pouvons décider de reprendre notre pouvoir de décision, ça s'appelle reprendre sa souveraineté, et de décider pour nous-mêmes. Rapidement, ça veut dire quoi sur la question du travail et du contrat de travail? Eh bien, écoutez, je pense que ça veut dire, qu'il est possible, par exemple, de reprendre en main un certain nombre de décisions permettant de réindustrialiser notre pays pour lui redonner du travail. 2, il est possible de reprendre en main un certain nombre de décisions permettant de réinstaurer et de réinstaller nos services là où ils doivent l'être, nos services publics, et de redéfendre notre statut, qui est le statut des fonctionnaires et qui est le statut du travail le plus favorable aux salariés. Et ça veut dire réacquérir notre pouvoir de souveraineté pour décider de ce qui nous concerne et que l'on ne décide pas à notre place. Alors, si vous voulez, ça nous amène ailleurs. Peut-être qu'on va prendre, on va voir où on va prendre d'autres auditeurs. D'accord, mais je veux bien repartir sur ces questions-là, ça me semble important. Et puis, ce sera en plus notre conclusion. Aller vers le mieux disant plutôt que vers le moins disant. 08 92 23 95 20, c'est Marie-Madeleine qui est avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Cotin. Alors, vous savez qu'il y a déjà pas mal de temps que je tannais Alexandre en lui demandant « Mais quand est-ce que tu vas inviter Jacques Cotin ?» Alors, voilà, c'est arrivé, tant mieux, je suis contente. Parce que je dois vous dire que je fais partie de vos supporters. C'est gentil, Marie-Madeleine. Alors, donc, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec votre discours. Et alors, ce qui est bien, vous voyez, c'est que vous prouvez que c'est pas la peine de faire de prosélytisme. Il suffit de décrire les situations et à ce moment-là, les gens font leur déduction eux-mêmes. C'est pas la peine de faire du matraquage comme à la télé et à la radio. Il suffit de décrire les situations, de donner les chiffres, et c'est le meilleur moyen de convaincre les gens. Alors c'est ça que j'apprécie chez vous, et je dois dire que vous tombez à pic parce que dans le monde diplomatique de ce mois-ci, il y a un article de Renaud Lambert qui s'appelle « Les économistes à gage ». Et qui décrit exactement la situation des médias là, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors justement, votre discours, il est très intéressant parce qu'il est tout à fait l'inverse du discours de ces économistes spécialistes là qui nous enfument à longueur de temps
Alors, aussi bien à la télé qu'à la radio, parce que maintenant, même Radio France est aux ordres, et c'est la voix de son maître. Hein. Alors, donc, vous voyez, c'est tout à fait dans l'esprit de votre discours. Hein. Ça veut dire que vous êtes à l'encontre de ces gens qui sont payés pour mentir, en somme. Hein. Alors, moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Parce que vous répondez en général à toutes les questions que je me pose. Moi, mon témoignage, je veux rapidement mon témoignage. J'ai travaillé dans des sociétés publiques et privées, et ça confirme, et je peux confirmer là tout ce que vous dites. Hein. Alors moi, j'ai travaillé comme hôtesse navigante à Air France du temps où c'était une société publique. Hein. Donc les contrats étaient respectés, je n'ai pas eu vraiment de problème dans cette société, et au contraire on avait l'impression que c'était notre maison, cette société, vous voyez, on se tirait pas dans les pattes, bon. Et puis alors après j'ai travaillé chez le pollueur Total. Alors j'ai d'abord travaillé, la société était publique et après elle est devenue privée. Et moi, j'ai été licenciée à cause de ça, voilà. Donc, c'est l'exemple que pourraient citer bien d'autres gens qui ont travaillé comme moi. Et donc, ça ne fait que confirmer vos dires. Hein. Merci voilà. beaucoup, merci Marie-Madeleine. Donc, je voulais seulement vous dire merci, et je vais bien sûr me précipiter pour acheter votre livre. Hein. Merci Marie-Madeleine. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir Marie-Madeleine. 08 92 23 95 20 pour intervenir, poser votre question ou témoigner ou même contredire hein, Jacques Cotta, on est là pour ça. 08 92 23 95 20. Jacques Cotta, il y a un sujet sur lequel vous souhaitiez revenir en début d'émission, c'est quand même la crise. Il y a eu la crise hein, entre les deux, entre 2007 et 2012. Ce n'est pas non plus sans effet. On peut dire ce qu'on veut pour la politique qui est menée, mais il y a eu cette fameuse crise. Donc il serait intéressant, comme vous nous l'aviez promis, d'en dire un mot et de voir son influence justement sur la situation actuelle. Et justement, pour parler de la crise qui pousse nos politiques à dire que à chaque fois il n'y a plus assez d'argent et qu'il y a des coûts beaucoup trop élevés, j'aimerais vous faire réagir, et après vous pourrez nous parler de cette fameuse crise, sur une actualité, là, c'est d'aujourd'hui, de ce lundi. Source de coûts et de complexité, le nombre de langues qu'un candidat pourra passer au bac pourrait être diminué selon les inspecteurs généraux de l'éducation nationale dans leur rapport proposition pour une évolution du baccalauréat qui a été présenté aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. La recherche d'examinateurs, notamment pour les langues non enseignées dans le système éducatif, est un casse-tête annuel. Donc en fait, le but, c'est de passer de 47 langues présentées au bac à 24. C'est extraordinaire. C'est bien, non ? Oui, mais je vais même vous dire, on peut même faire mieux. Parce que l'éducation nationale est dans une situation telle qu'aujourd'hui, il y a par exemple plus assez de candidats dans des matières aussi importantes que les mathématiques, la philosophie ou les langues, vous en avez parlé, que ce qu'il y a de postes. Et ça, à mon avis, c'est à mettre en relation essentiellement avec deux choses. D'une part, c'est une dévalorisation réelle du métier d'enseignant lui-même, de sa considération dans la société, de son statut, plein dans le sujet que nous sommes en train de discuter. Et puis, c'est à mettre en relation avec une deuxième chose, c'est une dévalorisation matérielle de ce métier au regard du nombre d'études qu'il faut pour l'accomplir. Eh bien, voyez-vous, on peut leur suggérer la chose suivante. Comme il n'y a plus assez de candidats pour enseigner ou pour remplir les postes de concours qui sont mis à disposition, on pourrait par exemple, en même temps qu'on réduit le nombre possible de langues vivantes, réduire les épreuves de mathématiques. On peut même réduire les épreuves de philosophie et réduire les épreuves de français. Vous savez, on peut même arriver à leur grand rêve. C'est réduire le baccalauréat lui-même. Parce que derrière, bien sûr que c'est ça qui se dessine. Vous savez, il y a un rapport qui émane de l'OCDE et qui en gros explique la chose suivante. Je le cite à chaque reprise parce qu'à mon avis, il situe bien le problème de l'éducation. Il dit la chose suivante, le rapport de l'OCDE. Il dit, en fait, l'éducation est mal foutue dans les pays de l'OCDE, et notamment en France, pour la raison suivante. L'éducation nationale apporte beaucoup trop à un grand nombre qui n'en a pas besoin, et pas assez à un petit nombre. Et le grand nombre, ils le définissent par les métiers qui seront mis à disposition. Livreur de pizza,
celui qui va remplir les machines automatiques de canettes, celui qui va être mécano, etc. Et on dit celui-là, mais du latin, de l'anglais, des langues vivantes et tout, mais pourquoi faire? Mais on perd notre temps et on perd beaucoup d'argent. Par contre, le petit nombre chargé de les encadrer, lui, il n'est pas assez formé. Lui, il faut beaucoup plus. Donc on a une solution. On va réduire l'éducation nationale pour le grand nombre, et on va faire des écoles d'excellence dans lesquelles les petites têtes blondes qui encadreront le grand nombre pourront aller être éduquées et obtenir ce qu'il faut. Et voyez-vous, ça c'est un projet qui est un projet de destruction. Alors ceci dit, pour y arriver, sur le corps de qui faut-il passer? Eh bien je vais vous dire sur le corps de qui il faut passer. Sur le corps du corps enseignant, qui lui considère qu'il est là pour faire un métier, qui est attaché, comme cette enseignante de Béziers, qui s'est suicidée, qui s'est immolée par le feu pour que l'enfant puisse devenir roi, pour que l'enseignant soit considéré, que l'enseignement puisse être apporté. Vous voyez, c'est sur eux qu'il faut passer. Et pour passer sur eux, eh bien, il y a une chose qu'il faut casser. C'est le statut des enseignants. C'est le statut de la fonction publique, c'est le statut de l'enseignant, c'est celui qui a le CAPES et l'agrégation qu'il faut casser. Et c'est tous les discours que vous entendez tous les jours. Sur ils sont là pour enseigner, mais non, qu'ils fassent un peu de garde, qu'ils fassent un peu de surveillance dans les cours de récréation, un peu d'animation, un peu de voyage avec leurs élèves, beaucoup de démagogie, moins d'enseignement, et la messe sera dite, si je puis dire. Voyez-vous, c'est cela qu'il y a derrière. Et votre histoire de langue qui serait moins nombreuse lorsqu'on veut les passer parce qu'il n'y a pas assez d'examinateurs, eh bien c'est le début, c'est le doigt dans l'engrenage qu'on va mettre jusqu'au bras si on va jusqu'au bout. Et au bout du bras, il y a le baccalauréat, il y a l'éducation nationale elle-même qui pourront être laminées. Puis c'est quand même plus pratique d'avoir une population non éduquée. Alors ça, c'est autre chose. Vous savez, à mon avis, il y a une chose extrêmement importante, ça a été la suppression de l'enseignement de l'histoire dans certaines sections en terminale, parce que je pense qu'il y a une question de fond qui est derrière. Comment voulez-vous qu'une jeunesse qui ne connaît pas son histoire puisse prévoir son avenir? C'est une jeunesse esclave que l'on prépare. Et derrière la suppression de matières telles que celle-là, derrière la mise à mal de l'éducation, eh bien, c'est la servilité de toute une jeunesse et de générations à venir que l'on est en train d'organiser. Et c'est la raison pour laquelle la question de l'enseignement est une question fondamentale. Effectivement, il y a des matières qui ne servent à rien, il y a l'histoire, et puis il y a aussi la philosophie. On y revient très largement dans votre livre, mais c'est quand même intéressant de voir que tout ce qui pourrait permettre à un étudiant de penser, de former son esprit plutôt, est mis à bas. Oui, il est mis à bas, et à nouveau, il est mis à bas à travers un outil essentiel, qui est celui de la destruction du statut des enseignants. Et pour cela, ils ont décidé un certain nombre de choses depuis 1 an, 2 ans. Ça a été Châtel, ça a été les ministres successifs depuis 2-3 ans de l'éducation nationale. Ils ont décidé la mise en place d'établissements scolaires sous le régime d'abord expérimental qui devrait être généralisé, qui est celui qu'ils nomment le régime des éclairs. Établissements, collèges, lycées, etc., etc. Bon, éclair, ça veut dire un certain nombre de choses. En réalité, le contenu, c'est quoi? C'est assez simple. Premièrement, l'enseignant pourrait ne plus être recruté sur concours. Donc on voit déjà que c'est à travers son statut et à travers le statut de la fonction publique à proprement parler, dans l'enseignement, que la chose se passe. On casse ça, plus sur concours. Deuxièmement, comme c'est plus sur concours, le recrutement pourrait ne plus être national. Alors c'est simple. Vous êtes enseignant, vous voulez aller voir, par exemple, vous êtes plein d'illusions, n'est-ce pas? Donc vous voulez aller faire un tour à Nice, par exemple. Et vous voulez aller voir à Nice comment ça se passe. Alors vous allez avoir le soleil, à Nice ça va être très agréable. Mais par contre, vous risquez de tomber sur un chef d'établissement qui va vous dire, voilà, mon projet d'établissement, c'est ça, ça et ça. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je suis d'accord. Très bien, venez. Vous êtes d'accord? Ah non, je suis pas d'accord. Je suis plutôt là pour faire de la philosophie, du français, de l'anglais ou des mathématiques. Pas tellement pour votre projet qui n'a rien à voir avec ça. Ah bon, vous n'êtes pas d'accord? Bah écoutez, comme c'est mon projet d'établissement, que votre concours ne suffit plus, eh bien, je ne vais pas vous recruter, vous allez aller voir ailleurs. Vous voyez, c'est la dislocation. Ce qu'ils mettent en place, c'est la dislocation du cadre même de l'éducation nationale. Mais à travers la dislocation de l'éducation nationale, c'est la dislocation d'un des piliers républicains sur lesquels nous existons, sur lesquels nous vivons, qui en plus n'est pas n'importe lequel. C'est le pilier qui permet l'éducation des générations à venir. Et pour y parvenir, eh bien, c'est le statut des enseignants qu'il faut casser. Et c'est cela l'enjeu de la discussion, l'enjeu d'un CDD sinon rien. Et vous voyez, je pense qu'avec les enseignants, on a affaire à une question particulière qui, en gros, recoupe globalement la discussion générale que nous avons, et dans le public, et dans le privé, sur le contrat de travail. Vous intervenez, vous posez vos questions à Jacques Cotta, qui est aujourd'hui mon invité pour son livre Un CDD, sinon rien. Il est l'invité de la radio Ici et Maintenant. C'est un livre qui est paru aux éditions Jean-Claude Gazevitch. 08 92 23 95 20 pour intervenir. Et c'est Léa qui nous rejoint. Bonjour à toi.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour Jacques Cotta. Bonjour Léa. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce que j'ai à vous dire, hein, mais... Mais je vous écoute Léa. Oui, alors d'abord, oui, le problème, ça n'est pas le coût du travail, mais le coût du capital, ça c'est sûr. Alors, en ce qui concerne les solutions, moi, je voudrais dire que recouvrir ce que vous appelez notre souveraineté, je pense que ça n'est pas suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un pays en Europe qui vient de faire ce qu'il faut pour ça. C'est la Hongrie. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour une grande partie de la population, et notamment les plus faibles. Donc, moi, je veux bien, et je vais revenir à la question du service public, de la citoyenneté et du rôle des uns et des autres, parce que moi, c'est ça qui m'importe, justement. Il faut mettre il faut préciser les choses, il faut mettre du contenu à tout ça. Allô ? Oui, oui. Oui, on t'écoute. Parce que, bon, ce dont vous parlez beaucoup et qui est très important aussi, c'est que le système, certes mondialisé actuel dans lequel nous sommes, nous met tous, enfin pas seulement les travailleurs entre eux en concurrence, mais aussi s'agissant du service. Allô ? Ah, je suis là, oui, oui, je suis là. Oui, j'entends des bruits bizarres. Ah, moi, je vous écoute. Là. Excusez-moi. Alors, s'agissant du service public dans lequel j'ai travaillé pendant à peu près 40 ans, comment dire, il y a quelque chose au travers, excusez-moi, mais à travers vous, et grâce à vous, je m'adresse à tout le monde, là, à tous les auditeurs, pour leur dire quelque chose qui me tient terriblement à cœur et qui est tout à fait présent dans ce que vous développez. Mais je voudrais le confirmer et peut-être en rajouter. Pas trop longuement, s'il te plaît, là, parce qu'il y a du monde derrière toi. Hein. D'accord. Alors, pour aller vite, je vais malheureusement devoir partir de la question des suicides actuellement, justement, dans le service public. C'est quand même, bref, c'est le plus dur à savoir et à vivre. Il y a quelque chose que nos concitoyens, à mon avis, ont besoin de comprendre, si on veut sauver l'essentiel. L'essentiel étant la réponse aux besoins fondamentaux de chacun d'entre nous, pour moi. D'accord ? C'est que quand on travaille dans un service public, après, il peut y avoir des individualités, mais on a quand même une motivation particulière. On est donc confronté à des questions d'éthique. La question du sens au travail, pour nous, en tout cas pour moi, mais je sais pour beaucoup d'entre nous, est extrêmement importante. Et donc, on se fixe des objectifs personnels qui sont la satisfaction, la réponse aux besoins de la population qui va nous demander des services. Donc, je pense précisément cette institutrice, mais aussi quand on est mis dans des conditions qui nous conduisent à l'échec, vous savez, quand on s'occupe des autres, quand on s'occupe des enfants, quand on s'occupe des malades comme je l'ai fait, bon, on a des objectifs, on a des motivations en général, mais on a aussi devant chaque individu dont on va s'occuper une démarche qui nous permet, après l'avoir écouté, après avoir évalué ses besoins, d'essayer d'agir pour obtenir pour lui, avec lui, des résultats. Si l'échec est obligatoire, j'ai envie de dire, est organisé par la CAF qui est organisée aussi actuellement, mais je veux dire, oui, il y a de quoi en arriver. Je veux dire, si on est, comment dire, il y a de quoi, on perd l'estime de soi là-dedans. Léa, je peux pas te laisser 20 minutes à l'antenne, c'est pas possible. Il y a des gens qui attendent pour parler. Est-ce que tu peux vraiment essayer de synthétiser ton idée, s'il te plaît ? Eh bien, non, je vais une fois de plus émettre une revendication en m'adressant à tout le monde au travers de ça. C'est que
en faisant un constat. C'est que ce système, il a toutes les conséquences dans le travail et sur le service rendu, non rendu et tout ça que vous avez décrit. Mais il a aussi des conséquences sur les mentalités de tout le monde. Moi, ce que je constate, notamment en écoutant ici et maintenant, c'est que le système libéral qui a fait... Léa, et tu m'obliges à quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est à te couper et à t'arrêter. Car il y a Michel qui attend depuis 10 minutes. Les mentalités de tout le monde et que les usagers ont de plus en plus dans le service public une demande de consommateurs. Et pas... donc, voilà, il y a aussi cette conséquence-là qui implique que tous nous réfléchissions à ce que nous voulons, à ce que nous avons à faire. Merci à toi pour ton intervention, Léa. Merci à toi et bonne journée à toi. Et je t'arrête là parce que sinon tu continuerais toute la journée. Ce n'est pas possible. Il faut respecter ceux qui attendent aussi derrière. J'imagine que tu le comprends bien. Nous avons Michel qui souhaite intervenir sur cette antenne. Michel, oui, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Monsieur Cotta. C'est un vrai Michel. bonheur de vous entendre. Merci Michel. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, jusqu'à quand ça va durer tout ça? Parce que les filles mères qui acceptent de travailler pour des clubs, les contrats bidons, etc., qui ne datent pas d'hier d'ailleurs. Le monde du travail, j'en connais un rayon sur le monde du travail depuis longtemps. Moi. Bon, mais il y a peut-être un jour quand même comme avait un peu préconisé, enfin peut-être qu'il pensait à Safarid tout à l'heure, il y a peut-être un moment où il va y avoir un effet de... Moi je pense à un effet de, pas de révolution, mais un jour il y en aura marre. Il y a une génération qui va peut-être plus accepter ça. Ouais. Alors, est-ce qu'ils ont prévu, parce que c'est vrai que le système est très fort, après tout, on n'a plus besoin de personnel comme dans le temps, la technologie va encore s'améliorer, etc. En fait, ils veulent nous faire, nous foutre dans des camps et tout ça, quoi, pour nous exterminer, c'est pas possible. À la longue. Si rien n'est fait. Regardez-moi, je rapporte pas, je suis retraité, je touche une misère, etc. J'ai pratiquement toujours été au chômage. Mais moi, finalement, il est vrai que je rapporte pas. Je ne rapporte pas. Ah, c'est vrai que l'aboutissement pour le système, c'est que des gens comme vous et pas mal d'autres, oui. D'après ce que vous dites, en effet, ça coûte plus que ce que ça rapporte. Donc, il faut reconnaître qu'on est en rab. Comme écrivait Céline, on est en rab. Quoi. Ouais. Donc ça veut dire que si le critère, c'est de savoir ce qui rapporte doit vivre et ce qui ne rapporte pas doit disparaître, eh bien c'est vrai que c'est un modèle de société dans lequel on ne va pas s'y retrouver. C'est vrai. C'est-à-dire, je crois que les autres vont s'y retrouver parce qu'ils ne font pas de cadeaux. Nous sommes d'accord. Mais comme nous, comme nous ne sommes pas une bande de moutons prêts à nous faire tondre sans rien dire, n'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, il y a un bon modèle actuellement qui est en train de se dérouler, c'est ce qui se passe en Grèce. On se rend compte, c'est terrible ce qui arrive aux Grecs actuellement. Terrible, terrifiant. Terrifiant, absolument. C'est une espèce de régression de 10... logique, hein, attention. Comment? Logique, hein. Ah ben dans le système actuel, c'est tout à fait logique. La seule question, si vous voulez, c'est que tout système a un seuil de tolérance et qu'il faut savoir jusqu'où ça va être toléré. Donc, et c'est vrai pour nous aussi, si vous voulez. Moi, je ne pense pas que tout cela puisse aller comme ça, comme si c'était normal jusqu'au bout, jusqu'à la liquidation de dizaines, de centaines et de millions d'individus. Il y a bien un moment donné où le seuil de tolérance s'affirmera et il faudra qu'il se passe quelque chose. Et où après la tristesse, il y aura peut-être d'autres revendications. Je suis assez pessimiste là-dessus parce que moi, je me rappelle d'une boîte où j'ai travaillé où vraiment les gens étaient traités comme vraiment comme de la merde, il faut reconnaître. Hein. Ils acceptaient tout. Hein. Moi, j'étais seul à révolter dans le truc, et par contre, ils comptaient les points, et j'ai eu aucun soutien. Hein. Et oui, et pourtant... Alors, est-ce que moi, je vais me... maintenant, je suis un vieux con, maintenant, je suis là, c'est classe. Mais est-ce qu'il y a des gens, quand même, qui vont se révolter pour des moutons, quoi? Oui, c'est bien la question. Non, mais il faut quand même voir les choses en face. Moi, j'ai aucun soutien, etc. J'allais quand même pas sortir dans la rue, etc. Bien sûr. Sauf que regardez Michel, ce que vous dites, c'est complètement vrai. À la fois, regardez, par exemple, sur les retraites, on aurait pu dire, tout ça, ça va se passer normalement et tout, il n'y a pas de problème. Et pourtant, vous avez eu des millions d'individus qui ont décidé à un moment donné, et malgré quelques obstacles qu'il y avait sur leur chemin quand même. Parce que lorsque, pour les retraites, on a été appelé à descendre dans la rue avec des journées d'action les unes derrière les autres, les unes derrière les autres, et à un moment donné, on se dit, ça ne sert plus à rien. Et pourtant, vous aviez toujours des millions qui y allaient. Donc ça veut bien dire, moi c'est comme ça que je le comprends,
que les forces existent pour dire ça suffit, il faut qu'il se passe autre chose, et que ce qui manque pour le moment, c'est un espèce de catalyseur qui permet à ces forces de s'exprimer ensemble pour prendre en main ses propres affaires. Et donc, ça, quand et comment ça se passera, on n'en sait rien. Mais ce qui est important quand même, c'est de se dire que potentiellement, la résistance est là, les forces existent, et qu'elles n'attendent qu'une occasion pour pouvoir s'exprimer. C'est une affaire entendue. Merci à toi, Michel. Et bonne journée à toi, Michel. Ok, Merci à toi. Salut Au Michel, revoir. merci. Juste, Jacques Cotta, je vous demandais de revenir sur la crise, on doit en parler depuis tout à l'heure. Pour faire une toute petite parenthèse sur la Grèce, il y a la tristesse et après il y a la révolte. La tristesse, j'ai moi-même enregistré un entretien d'une amie grecque qui vit à Athènes, qui était de passage à Paris en plein pendant les manifs, que j'ai interviewé pendant une 40aine de minutes. Et en fait, son témoignage, qui devait être un témoignage sur la vie quotidienne, un petit peu économique, mais sur la vie quotidienne en Grèce, sur les relations entre les gens, etc., était tellement émouvant et finalement on tombait dans le privé tellement vite que je n'ai pas pu diffuser cette interview parce que je trouvais que c'était véritablement trop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où la population est triste, comme cette personne que j'avais eue qui voyait son peuple détruire les vestiges historiques du centre de son pays, ce qui la rendait la mettait dans un état de tristesse impossible. Et puis, justement, ces personnes qui brûlaient avaient dépassé ce stade de la tristesse et étaient là dans la révolte. Oui, mais si vous voulez, je pense que pour pouvoir résister à cette tristesse, pour pouvoir, non pas résister, mais organiser, d'un certain point de vue, son propre sentiment de révolte, pour qu'il ne soit pas inefficace, mais qu'à un moment donné, il se conjugue à d'autres et qu'il soit porteur de bouleversements qui annoncent l'avenir, d'un certain point de vue. C'est ça l'enjeu, c'est bien ça le problème. Eh bien, je pense qu'il faut comprendre quand même ce qui se passe et ce qui s'est passé en Grèce. Parce que, vous voyez, il y a un discours officiel qui est de dire les Grecs n'ont pas payé, ils ne sont pas mis d'impôts, les Grecs ont abusé, et donc en gros, maintenant ils payent, tant pis pour eux. En gros, c'est comme nos chômeurs. Hein. Nos chômeurs sont des nantis, nos chômeurs ne veulent pas travailler, donc à un moment donné, nos chômeurs souffrent, tant pis pour eux. C'est pareil. Les Grecs, on les réduit à nos rangs de chômeurs. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça, vous voyez. C'est pas ça la Grèce. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé en Grèce, c'est que depuis des décennies, les gros armateurs, les grandes fortunes grecques, les amis du Fouquet's, qui ne sont pas ici à Paris, mais qui sont en Grèce, les mêmes, qui parlent grec, qui ne parlent pas français, ceux-là, depuis des décennies, ils n'ont pas versé un sou à la collectivité. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Grèce a été en gigantesque déficit. Elle a été en déficit en plus, sur la base de comptes qui ont été truqués, sur la base de rapports qui ont été falsifiés, et notamment des grandes banques, comme la banque Lehman Brothers, qui a envoyé ses conseillers en Grèce. Ces conseillers en Grèce ont organisé un certain nombre de rapports qui étaient des vrais faux, des faux vrais. Plus personne ne s'y retrouvait jusqu'au jour où le poteau rose a éclaté et où la faillite, globalement, a été annoncée. Et cette faillite, c'est pas sur n'importe quoi qu'elle s'est prononcée. Ça nous ramène à l'échelle internationale. Vous avez au point de départ l'histoire des subprimes aux États-Unis dans les années 2007, où en gros, vous avez un effondrement des cours immobiliers, parce que le système lui-même, le capitalisme à l'échelle internationale et au sein des États-Unis, a créé des bulles considérables qui se sont dégonflées et qui se sont effondrées. Et vous avez eu, à partir de cette crise des subprimes, la crise dite des dettes souveraines, parce qu'il a bien fallu que quelqu'un paye. Et qui on a fait payer? Eh bien, on a fait endetter les États. Et les États se sont endettés pour payer une crise qui n'est pas la crise des peuples, qui est d'abord et avant tout la crise des banquiers et des spéculateurs. Et c'est cela qui est inadmissible et qui est porteur de révolte en Grèce et ailleurs. C'est qu'on se rend compte qu'on fait appel toujours au même principe, on socialise les pertes lorsque les profits ont été privatisés. Certains s'en sont mis plein les poches, et lorsqu'il faut payer, on demande au grand nombre et à la collectivité de payer. Alors s'il s'agit seulement de payer, à la limite, vous savez, l'homme est un être généreux. S'il s'agit de payer seulement, c'est douloureux mais pas trop. Il paye, ça s'est produit des dizaines et des centaines de fois. Là, c'est pas que c'est pas douloureux. Là, c'est qu'on en est au stade où le mouton n'est plus tendu sur la peau, on le tond jusqu'à l'os. Et ça, c'est plus possible. Et ça, c'est inadmissible ce qui se passe en grec. Tout cela, avec l'assentiment général, la mise en œuvre par la Troïka, c'est-à-dire par le FMI, par la Banque Centrale Européenne et par la Commission Européenne, de plans drastiques qui assassinent les Grecs les uns derrière les autres en les ruinant. Et ça, c'est inadmissible. Et derrière, vous avez Madame Merkel et M. Sarkozy qui vous annoncent, à travers un soi-disant nouveau traité européen qui ne serait avalisé par personne, dont ils n'ont même pas prévu qu'il y aurait un référendum, que les peuples seraient appelés à se prononcer, vous avez une espèce de recette qui est une recette mise en place à l'échelle de tous les pays européens pour généraliser ce qui s'est passé en Grèce. C'est-à-dire que la Grèce n'aurait été que le ballon d'essai de ce qui nous guette les uns après les autres. Eh bien ça, voyez-vous, c'est pas possible.
Et ça, il faut que ce soit dit. Et à partir de là, il faut absolument que l'on reprenne nos affaires en main. Reprendre nos affaires en main, notre affaire de souveraineté. C'est pas la Hongrie, comme on l'a dit tout à l'heure, comme un intervenant l'a dit. Ça n'a rien à voir avec les histoires de Hongrie qui ont été mises sur le devant de la scène avec une extrême droite qui remonterait. Tout ça n'a rien à voir. Il s'agit de remettre en place notre souveraineté nationale, c'est-à-dire, en fait, de rétablir le principe suivant. Ce qui nous concerne, c'est à nous de le décider. Et ça n'est ni aux banquiers de la Banque Centrale Européenne, ni aux technocrates et aux gens que nous n'avons pas élus de la Commission européenne, ni aux argentiers du Fonds monétaire international de décider comment on va nous bouffer. C'est à nous de décider comment nous allons régler nos propres affaires, comme c'est aux Grecs théoriquement de le décider, pas la Troïka, de leur imposer plan de rigueur sur plan de rigueur, jusqu'à les ruiner et jusqu'à leur empêcher de manger. Voilà, c'est ça la question, vous voyez, reprendre en main notre souveraineté. Alors, je dois dire par rapport à ça que ça pose quand même un sacré problème. Voyez-vous, au mois de février, nos députés et nos sénateurs, l'Assemblée nationale à majorité à droite, le Sénat à majorité à gauche, ont voté, les uns et les autres, grâce à l'abstention notamment des députés et des sénateurs socialistes, ont voté quelque chose qui s'appelle le MES, le mécanisme européen de stabilité. Eh bien, je vais vous dire ce que c'est le mécanisme européen de stabilité. Ils ont voté ça et voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire premièrement mise en place d'une société au Luxembourg, dans un paradis fiscal, d'une société au Luxembourg qui gère le MES. Sont actionnaires de cette société au Luxembourg l'ensemble des États qui constituent l'Union européenne. Deuxièmement, ont comme pouvoir dans cette société basée au Luxembourg l'ensemble de ces États à hauteur de la puissance qui leur est définie. Par exemple, l'Allemagne a pour 27% de voix au sein du MES, la France pour 20,5% et Malte pour 0,07%. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'entre États, on a une drôle de conception de l'égalité étatique. Ça veut dire que les gros peuvent carrément dire aux petits, vos gueules, fermez-la, c'est nous qui avons la puissance, et vous, vous n'avez plus droit de citer, vous avez juste le droit d'obéir. Troisièmement, le MES est chargé de récolter des fonds à hauteur de 700 milliards d'euros, versés par ces États à hauteur de leur importance. C'est-à-dire, par exemple, que la France va devoir s'acquitter de 142 milliards versés en 5 fois, 28 milliards, pour filer au MES. Le MES étant chargé d'aider les États en difficulté. Oui, mais à quelles conditions? Et c'est là que ça devient intéressant. Et voilà ce qu'ont accepté nos députés et nos sénateurs à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le MES va aider les États à condition que ces États se soumettent aux règles qui ont été mises en place en Grèce, c'est-à-dire à un contrôle absolu de leur souveraineté, donc à un déni de leur souveraineté par la Troïka, la BCE, le FMI et la Commission européenne. Deuxièmement, que toute aide qui sera apportée par le MES est conditionnée par l'acceptation de plans de rigueur tels que ceux qui ont été imposés en Grèce. Et c'est ça qu'ils ont accepté, voyez-vous. C'est ça, là-dessus qu'ils se sont abstenus. Alors ensuite, et je vais en conclure par ça, parce que c'est ça la question de la souveraineté. Hollande nous dit, si je suis élu, je veux renégocier le traité. Celui qu'a signé Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qu'ils ont signé début mars, et qui d'ailleurs intègre ce que je viens de vous dire sur le mécanisme européen de stabilité voté à l'Assemblée nationale et au Sénat par l'abstention de nos élus socialistes. Eh bien, je vais vous dire, il dit, je veux renégocier. Mais attendez, la première question, quand on veut renégocier quelque chose, qu'on n'est pas d'accord avec ce qui existe, on commence par voter contre. Or, ils ne l'ont pas fait. Et la deuxième chose, avant toute renégociation et discussion, il faut imposer le fait que le peuple français ait le droit de s'exprimer en connaissance de cause à travers un référendum comme en 2005, qu'il ait le droit de dire non. Et ayant le droit de dire non, et s'il dit non, il faudra imposer le fait qu'on ne lui fasse pas avaliser 2 ans plus tard par un vote honteux au Congrès à Versailles, ce qu'il aura rejeté par le suffrage populaire. Voilà ce que ça veut dire reprendre en main notre souveraineté. Et vous voyez ça, ce n'est pas un objectif surhumain. Ça, c'est la possibilité pratique de dire nous existons et nous allons décider pour nous-mêmes. Nous allons dénier à ceux qui n'ont rien à décider à notre place le fait de vouloir le faire et d'en avoir la prétention. Voilà. Alors vous voyez, à partir de là, je pense que la démarche, elle est simple. Par exemple, on parle du contrat de travail et du travail. Réindustrialiser notre pays, ça passe par là, le fait de pouvoir avoir du travail pour les gens qui n'en ont pas. Redonner une industrie. Alors on nous dit, il y a la concurrence des Chinois, des Indiens, etc. C'est vrai. Mais tout à l'heure, il y a un de vos interlocuteurs qui disait, est-ce qu'il va falloir nous mettre dans des camps? Mais moi je réponds, bien sûr, la logique c'est ça. Mais comment voulez-vous concurrencer la Chine, par exemple?
où on fait travailler pour un bol de riz des gens en prison, si le coût du travail est l'obstacle principal, eh bien il faut que les gens travaillent pour un bol de riz en France, ou un bol d'autre chose, mais que ça ne coûte pas plus cher. Si c'est ça la logique, ou alors la logique c'est pas celle-là, et donc il faut dessiner un certain nombre de choses, par exemple de rétablir des droits de douane aux frontières pour intégrer à ce que des produits qui nous concurrencent par rapport à nos propres marchandises puissent nous envahir, des droits de douane intelligents mis en place vis-à-vis des pays étrangers, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Inde, mais aussi vis-à-vis de pays internes à l'Europe, où par exemple les produits qui sont fabriqués en Allemagne, qui sont fabriqués dans un certain nombre de pays européens, interdisent notre propre production parce que c'est ainsi que la division du travail s'est opérée. Eh bien, il faut la renverser. Il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une réindustrialisation, donc il faut s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est-à-dire décider de façon intelligente des droits de douane intelligents aux frontières, ciblés sur un certain nombre de critères qui permettent à nos entreprises de reproduire en France et de vendre leurs produits et de vivre. Voilà. Vous voyez, eh bien c'est ça, reprendre en main notre souveraineté. Et ça, c'est pas très compliqué. Ça, par des décisions politiques, nos élus ont décidé d'abandonner. Par des décisions politiques, on peut décider de se le réapproprier. Ben, c'est ça l'enjeu, à mon avis, de la période dans laquelle nous sommes. Et il y a des endroits en France où déjà les habitants ont tout abandonné. Je pense à Fourmi, qui est traité dans votre livre, et je conseille vraiment à tous nos auditeurs de lire ce passage attentivement, parce que c'est une vision du futur, mais de quelque chose qui arrive déjà pas très très loin de chez nous. Oui, absolument. Dans le nord de la France, Fourmi, oui, moi j'ai été très marqué à Fourmi. Fourmi qui a été un des fleurons du mouvement social. Fourmi qui a été un des lieux historiques du combat pour la journée de 8 heures. Fourmi qui a été un des fleurons du textile et de l'industrie en France. Fourmi qui aujourd'hui est dévastée. Fourmi aujourd'hui où le statut recherché, c'est celui de fille-mère à l'âge de 16 ans, parce que ça donne des allocs. Parce que c'est ça la réalité dans laquelle ces gens ont été placés. Parce que ça, c'est pas le produit de la fainéantise, c'est pas le produit des smicards, c'est pas le produit des gens qui veulent le RSA. Ça, c'est le produit d'une politique qui a désindustrialisé notre pays et qui l'a réduit à la misère dans des régions entières. Eh bien, voyez-vous, ça, il n'y a d'autre solution que de dire que ce qui a été décidé pour mettre Fourmi et d'autres régions dans cette situation, eh bien, d'autres décisions peuvent être prises et doivent être prises pour redresser la barre et pour rétablir ce qui a été liquidé. Parce qu'il s'agit non pas d'une question idéologique, il s'agit de la vie de millions de nos concitoyens, il s'agit de notre vie. La nôtre aujourd'hui, celle de nos enfants, celle de nos petits-enfants, et par rapport à cela, il n'y a pas 36 000 solutions, sinon que de prendre le sujet à bras-le-corps et de décider que oui, le travail, c'est la question essentielle, et dans le travail, ce n'est pas la précarité qui doit dominer, c'est un contrat stable qui permet à chacun de prévoir sa vie. Ça me paraît parfait comme conclusion, Jacques Cotta. Je pense qu'on va s'arrêter là. Votre livre, nouveau livre, un CDD sinon rien, quand intérêt financier rime avec précarité des salariés, on en a parlé, mais on n'a vraiment pas tout dit. Il y a énormément de choses dans ce livre, différents chapitres que nous avons sautés. C'est paru aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Un CDD sinon rien, Jacques Cotta qui était avec nous aujourd'hui. Un dernier mot pour la fin, j'ai envie de dire, quelque chose à rajouter, restez vigilants peut-être. Non, je crois que c'est ma 3e invitation chez vous. On dit jamais 203, peut-être jamais 304. En tous les cas, je vous remercie pour votre invitation et je suis très content d'être passé vous voir. C'est un plaisir de vous recevoir et d'entendre la volonté que vous mettez, l'opiniâtreté et surtout les recherches que vous faites pour nous aider tous à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup, Jacques Cotta. Merci à vous. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 Alexandre avec vous aujourd'hui. Notre invité était Jacques Cotta. Au fond d'une guitare enragée, à l'automne, il y avait du sang, comme un dièse mouillé.